Mais je me les enchaîne les films Scooby-Doo chiants ces derniers temps, moi. Ce film n'était pas très réussi, dans un sens différent des autres cas. C'est pas du tout la même approche. On a une nouvelle approche du casting, par exemple, avec nos personnages qui sont pas exactement tels qu'on les connaît, mais suffisamment proches, de façon à ce que ce soit familier, avec des changements assez anecdotiques dans un sens. Par exemple, Vera est porto-américaine. Ça rajoute rien, mais voilà, c'est comme ça. Personne n'en a fait un foin de ça, alors qu'on en a fait un foin pour la série. C'est très étrange, je trouve. Bon, ouais, c'est un changement anecdotique qui veut rien dire de précis, mais c'est un peu marrant de pointer ça parce que l'AVF, c'est toujours les mêmes comédiens. Depuis des lustres. Ou alors, vraiment, vous avez su refaire exactement, trait pour trait, les voix qu'on connaît bien des personnages, mais depuis le film de 1998, c'est les mêmes. À peu de choses près, je crois pas qu'il y ait eu beaucoup de changements. Et donc, le fait qu'on n'ait pas changé ça pour Vera, qui a exactement la même voix, mais qui est des doubleurs totalement différents dans la VO, notamment une portoricaine pour Vera, c'est assez drôle. C'est trop fort, rien, c'est une petite remarque qui m'est venue comme ça après avoir vu le casting VO. Enfin bref. Le problème principal de ce film, c'est qu'il est extrêmement lisse. Il y a quelques idées qui auraient pu être intéressantes, mieux amenées, travailler sur une durée beaucoup plus longue et pas sur seulement un film. Mais au-delà de ça, c'est extrêmement lisse et plat et jamais satisfaisant grandement dans les mises en scène, dans le dialogue. Ce qui fait que c'est particulièrement ennuyeux à regarder. C'est pas le plus lourd, le plus mauvais qui soit, c'était ennuyeux. Je me suis lassé devant ce film. Alors, le style visuel, déjà, c'est très lisse, c'est à l'image du film, de l'écriture globale, c'est super lisse, et on s'y fait au bout d'un moment, mais c'est pas le meilleur qu'on puisse faire en 3D, je trouve. Loin de là. La BO qui accompagne ça, c'est sans inspiration, c'est des tubes pop, hip-hop même, qui jalonnent ça régulièrement et tu te dis, ah ok, ça aurait pu être n'importe quel autre tube, ça serait revenu au même, ça n'a aucune inspiration. L'humour, tant qu'à faire, on va en parler, il est plat, c'est pas le pire qui soit, mais il était très oubliable. Et les seuls moments où il est marquant, c'est quand il est pas super bon, en voulant faire vraiment de la référence moderne, avec des éléments qui font vraiment forcer. Genre on balance des F-bombes. T'es marrant, vaut mieux rester planqué ici. Non, les Falcon bombes. Et apparemment, il a grugé Netflix en utilisant le compte de sa mère. C'est tellement injuste pour tous ceux qui doivent payer pour regarder Netflix. Quoi? Faut payer pour voir Netflix? Hilarant, les gars, hilarant. Donc, l'enrobage global casse pas la baraque, déjà. Il n'y a rien de particulièrement marquant dans le visuel, le son et les dialogues. Donc, reste le scénario globalement à voir, et ce scénario, il il est très très passable. Même si ça commence pas trop mal. Le début, l'intro, j'ai apprécié un petit peu. Ça commence sur un jeune Scooby qui a la même voix qu'il aura plus tard quand il sera adulte parce que on pouvait pas lui donner ce timbre de voilà version enfant, c'est impossible. Par contre, Sammy et les autres, oui, mais non, pas Scooby. Et donc, il est en train de voler un gros steak de kebab et il se fait pister par les flics et parallèlement il y a Sammy qui se balade dans la rue et qui se sent seul, illustré de façon pas du tout subtile, bien grossière. Et je suis seul, j'essaye de me faire des amis, mais je suis seul. Et c'est là qu'il tombe sur Scooby, et ils vont vite se retrouver, notamment dans leur mélange culinaire assez spécifique. Et ça va être un petit peu le déclic, la nouvelle grande amitié qui est naissante avec le flic qui les accoste en disant ah ce chien est à toi, oui moi il s'appelle Scooby, le deuxième prénom Dooby, nom de famille Doo. Ok, alors juste un truc, depuis quand les chiens ont besoin de ce prénom et de nom de famille? On s'en fout, c'est un détail. Bref, il l'adopte, il le ramène chez lui, en 3 secondes le gars a eu le temps de lui faire un collier à son nouveau nom.
Non mais vraiment, il découvre son lit, c'est la première fois qu'il a la possibilité de dormir dans un lit, Scooby-Doo, et paf, hey, je t'ai fait un collier avec les initiales qui correspondent à ton nom. Waouh! Punaise, ta famille est super riche pour faire ça super vite, hein. Vraiment, une fois qu'il l'a adopté, juste, il l'a rencontré, pareil, hey, s'il te plaît, papa, tu peux faire sculpter ça. Faire ce collier là, c'est quoi ce truc? Ces détails, 3 fois rien. Enfin bref, ce collier est super symbolique. C'est la force de leur amitié, il ne l'enlèvera jamais. Donc bien entendu, il va l'enlever à un moment donné, hein, c'est prévu ça. Mais ouais, c'est l'intro de ces deux personnages-là. Et on passe à un peu de temps plus tard, où ils font les portes pour Halloween, et pour avoir des bonbons. Mais il y a des petits loupards qui leur piquent leurs bonbons, les balancent dans la maison soi-disant hantée du coin. Et c'est là qu'ils feront la connaissance de Fred, Vera et Daphné qui se connaissent déjà. Bon, c'est un peu dommage qu'on n'ait pas fait leur rencontre à eux et comment ils se sont connus, mais bon, c'est surtout Sammy et Scooby, c'est ces deux-là au centre. Et je suis jamais ultra fan de ces approches-là, mais ça peut être appréciable à un certain degré. Donc voilà, ils se disent, hey, on voit que c'est un peu injuste pour vous, donc on va vous aider, on va aller chercher ces bonbons avec vous dans cette maison qui a l'air un peu lugubre. Et en s'y rendant, en prenant les bonbons, plutôt que de se barrer directement, ils ouvrent un placard où il y a une sorte d'apparition fantomatique qui n'est pas véritablement un fantôme, mais quelqu'un dans un masque, et c'est Vera qui le découvre avec Fred qui casse un petit peu le fil qu'il retient, et donc c'était leur premier démasquage de fraude, puisque le gars il a fait ça pour faire peur aux gens et faire en sorte qu'on ne s'intéresse pas à ce qu'il y a à l'intérieur de chez lui, puisqu'il a fraudé des tonnes de trucs. Rapidement, donc c'est le début de Mystère et compagnie, leur toute première enquête, très rapidement montrée. Et en dépit du fait que ça aille vite, parce que ça va un peu trop vite, j'ai pas détesté cette intro-là. Voilà, on a une nouvelle approche de nos personnages, on les découvre à leur toute jeunesse, lorsqu'ils se rencontrent, et pas cette espèce de version qu'on avait déjà vue avant dans les films en prise de vue réelle, où c'était des ados déjà bien avancés qui étaient déjà pas ados avec les acteurs qu'on leur donnait et qui résolvaient leur première enquête alors qu'ils étaient genre en fin de lycée. C'est déjà un petit peu mieux d'appuyer que leur amitié date de bien avant ça. Et voilà, c'était une accroche intéressante pour dire voilà comment le groupe s'est formé, leur routine. Et c'est à partir de là que ça va être moins intéressant. L'intro, ça allait, le reste, vraiment, pas des masses. Alors, ça commence direct. Alors bon, j'en ai pas parlé, mais il y a aussi un petit montage très sympathique où on refait le vieux générique de Scooby-Doo, le tout premier générique, avec nos personnages sous ce cadre-là, en montrant le passage du temps. C'est sympathique. C'est un peu similaire à ce qu'avait fait le film animé La Famille Addams. J'ai bien apprécié ce petit détail-là, ces petits hommages. Bon, après que c'est fait ça, il y a le groupe qui se pose dans un petit bistrot, bar, je sais pas quoi, pour discuter un petit peu de ce qu'ils vont faire. Ça fait pas mal de temps qu'on a résolu des mystères, ce serait bien d'en faire un business un petit peu plus poussé. Et pour ça, on a invité Simon Cowell. Simon Cowell, c'est une sorte de dénicheur de talent très télé-réalité, je sais pas trop quoi. Je le connais juste du segment bonus pour Shrek 2. Je sais pas si vous vous souvenez de ça, mais Shrek 2, il y avait un petit segment bonus où il faisait les juges de stars qui chantent là avec le casting de Shrek 2. Il a un second rôle animé de ce genre-là. Il est habitué à ça apparemment, si ça se trouve c'est pas la seconde fois seulement. Et il est juste là pour dire ah, je suis votre partenaire business, votre truc m'intéresse. On voit que Fred, vous êtes un petit peu les muscles, Daphné, vous êtes un petit peu l'empathie, Vera, vous êtes l'intelligence, le cerveau, mais vous, Sammy et Scooby, vous êtes un petit peu le maillon faible, hein, on sait pas trop à quoi vous servez, hein, et je pense que si vous voulez faire fleurir votre affaire, il faudrait faire sans vous. Donc ils le prennent pas super bien, ils sont un peu vexés par ça. Daphné, Fred et Vera n'ont pas le temps de dire grand chose que Sammy et Scooby se barrent et se mettent en tête que leurs 3 amis veulent pas d'eux. Alors qu'ils n'ont rien dit, quoi. Ils ont juste été un petit peu pris de court dans l'histoire. Ils n'ont même pas pris le temps d'en discuter ou quoi que ce soit. Donc,
ce côté je me sens trahi et leurs trois amis, Fred, Daphné et Vera, qui disent ah je me sens mal, on leur a fait du mal alors que vous avez rien fait, c'est juste ce connard qui a dit ah, vous êtes le maillon faible alors que vous leur avez pas demandé. J'ai trouvé ça super grossier. Mais on va jouer là-dessus de façon assez poussée puisque à partir de là, va plus y avoir nos 5 membres du Scooby Gang jusqu'à la toute fin, jusqu'aux 15 dernières minutes. Et ouais, c'est super hein, quand on veut suivre une aventure du Scooby Gang, de pas avoir le Scooby Gang en entier et avoir juste 3 persos qui interagissent dans leur coin et 2 autres qui interagissent dans le leur, c'est tout. Je suis pas super fan de ça. Hein. Mais bon, ça va être l'excuse pour que Sammy et Scooby se retrouvent seuls dans un bowling en train de ressasser un petit peu ce qu'ils représentent pour le groupe sans savoir exactement ce que ça veut dire et ils se font attaquer par les quilles de bowling qui sont des robots. Des robots aussi plutôt cool. J'avoue que de tous les designs que vous avez fait pour cette série, c'est celui-là que je trouve le plus intéressant. Ils ont déjà un côté change-forme plutôt cool et ce côté design de base un peu mignon, histoire d'appuyer qu'ils ont une petite personnalité autour de ça. On va jouer un peu là-dessus, je trouve un petit peu sympatoche. Enfin bref, pour l'instant, ils attaquent à fond Sammy et Scooby sans qu'on comprenne pourquoi. D'un coup, il y a des tonnes de robots qui les attaquent, c'est la débandade, waouh, on se barre après un petit peu de gaudriole évidente qu'on connaît bien du principe, et ils se font sauver par un rayon tracteur d'un vaisseau spatial, enfin spatial, je pense pas qu'ils viennent de l'espace, c'est juste ils volent, bref, d'un vaisseau qui les tracte et qui est le vaisseau de Blue Falcon. Parce que ce film, ce n'est pas juste un film Scooby-Doo, c'est un film mélange de propriétés d'Hanna-Barbera. C'est un gros crossover mal branlé de pas mal de propriétés, notamment, principalement avec Blue Falcon. Et je sais pas, vous arrivez jamais à mélanger les deux, hein. Parce que ce coup-ci, Blue Falcon, le héros Blue Falcon existe, hein, c'est pas une série et on essaye de tabler sur le fait que la série existe ou quoi que ce soit. Non, non, ça existe. Blue Falcon, le super-héros avec sa super combinaison existe. D'ailleurs, Sammy et Scooby en sont fans depuis qu'ils sont tout petits. On appuie un petit peu ça. Et on va essayer de faire un crossover entre ces deux univers principalement. Il va pas y avoir que ça, il va y en avoir 2 autres sur lesquels on va se pencher. Mais ouais, et je sais pas, c'est comme ça de but en blanc sans rien introduire. Heureusement que je connais un petit peu les différentes propriétés d'Hanna-Barbera, mais si je connaissais pas, je me dirais qu'est-ce que c'est que ce truc, pourquoi vous me balancez ça comme ça? Parce que voilà, de toutes les propriétés d'Hanna-Barbera, celle qui a su s'ancrer dans le temps, c'est juste Scooby-Doo. Blue Falcon et celle que vous verrez plus tard. Non pas pour leur cracher dessus, parce que j'adore Satanas et Diabolo, on en parlera, mais ces propriétés-là n'ont pas autant perduré dans le temps. Donc, les incorporer comme ça, sans introduction propre, je trouve ça un peu gros. Et ça n'aide pas vraiment à être pris dedans. D'autant plus que à partir de là, c'est plus tellement un film Scooby-Doo. Bien entendu, il y a Scooby-Doo et le gang qui participeront, qui ont un rôle notable, je le dis clairement, mais ça n'a plus rien à voir avec une intrigue de Scooby-Doo. C'est même pas, on essaye de jouer là-dessus, est-ce que ça pourrait être un mystère ou pas? Non, non, c'est pas du tout un mystère, c'est juste voilà, un grand méchant contre des héros qui veut faire une prophétie pour accomplir un but, tout ça, ce genre de conneries. Mais il n'y a plus rien d'un tant soit peu enquête là-dedans. Et cette espèce de passage de l'un à l'autre, je trouve ça un peu grossier, surtout quand, dans l'introduction que vous faites, vous essayez vraiment de mettre en place une nouvelle approche du groupe du Scooby Gang. Voilà comment ça a commencé, voilà comment le début des aventures, de la résolution des mystères a commencé. Tout d'un coup, on s'en fout. Tout d'un coup, il y a une histoire de robots tueurs qui les attaquent, enfin pas vraiment tueurs, mais de robots qui les attaquent, un complot pour un truc magique, vous verrez plus tard ce dont il s'agit, et un super-héros qui vient les aider, tout ça, et je trouve que même le crossover avec Batman amène ça de façon plus satisfaisante. Alors que, je le redis, dans le crossover avec Batman, je suis le premier à dire, même si j'apprécie ça, qu'il faut connaître un petit peu l'univers de Batman qu'on a créé. Sinon,
on va être paumé, quoi. Tout d'un coup, vous mettez en place tous ces persos avec leurs trucs, et on est censé accepter ça comme ça. Heureusement que je connais, mais si tu connais pas, si t'es pas familier, ça te parle pas. Et je connais suffisamment ces propriétés pour pas être paumé, mais je les connais pas assez pour avoir une attache particulière envers ces personnages et ce qu'ils représentent. Donc, je vous cache pas que, à moins que vous fassiez de la très bonne caractérisation au sein même du film, je vais pas en avoir grand chose à foutre, hein. Et vous avez pas fait de très bonne caractérisation au sein même du film. Alors que ça passait un petit peu mieux dans le crossover avec Batman The Brave and the Bold, tout simplement parce que voilà, le Batman que vous créez, il est assez familier, et je suis assez familier avec ce type-là. Ça a bien aidé. Et d'autres personnages qui passaient plus ou moins selon les cas, mais c'est pas le cas ici. Et oui, je tourne autour du pot, on va en parler tout de suite. Donc, ils vont rencontrer les trois membres principaux. Une fille dont j'ai oublié le nom, parce que c'est juste la fille sérieuse qui bosse et qui est un petit peu énervée de voir que le mec au centre qui prend la décision est un gros con. C'est plus ou moins ça. Elle a pas vraiment de personnalité particulièrement marquée en plus de ça. Il y a le chien qui s'appelle Dynomutt, il me semble. Un chien robot qui a une sorte de personnalité un peu cynique, surtout par rapport à son maître qui est Blue Falcon, mais pas réellement Blue Falcon, puisque c'est son fils, Brian, qui est un gros blaireau. Je le dis clairement, c'est un gros blaireau du début à la fin, qui comprend rien à rien, qui ne sait pas du tout réfléchir, qui n'est pas du tout courageux, qui fait n'importe quoi. Et bizarrement, à chaque fois, c'est lui qui prend les décisions. Parce qu'il a le costume de Blue Falcon, donc on suit tout ce qu'il dit, même si on sait que c'est un blaireau. Je veux dire, c'est des instructions que son père a données. Ah, maintenant que je suis parti, c'est mon fils, vous devez obéir à ses moindres caprices, ses désirs. S'il décide un truc, c'est lui qui dit. C'est comme ça que ça marche? Ok. Et le souci avec ça, c'est que à cause de ces décisions assez irréfléchies, où il fonce dans le tas, il comprend pas très bien comment vont les choses, et il participe très peu à la résolution de quoi que ce soit, même à la toute fin, on en parlera très vite de ça. À cause de ces décisions, il fout en l'air la mission en grande partie. C'est un peu lui le responsable de pas mal de trucs qui se passent mal. Et heureusement que ces acolytes, entre guillemets, sont là pour rectifier le tir de façon à ce que ce soit pas le gros foirage total. Parce que sinon, le méchant aurait gagné depuis belle lurette. Donc on se tape ce blaireau durant la grosse majorité du film. On essaye un tout petit peu d'appuyer qu'il a le poids de l'héritage de son père sur ses épaules, mais ça va pas très loin et c'est surtout joué pour le gag, donc ça renvoie rien. Et c'est à cause de ça, oui, sa petite résolution de fin, petite consécration de fin n'aura aucun poids. Mais je vais en parler très vite de ça quand on y sera. Donc, une fois qu'on a fait les présentations, il y a l'équipe qui explique un petit peu ce qu'il en est, pourquoi on s'en est pris à Sammy et Scooby. Eh bien, il existe un méchant qui s'appelle Satanas, Dick Satanas, le Satanas Diabolo, les fous du volant. Je me souviens encore, avec une certaine nostalgie des fous du volant, un de ces quatre, il faudrait que je me revoie certains épisodes, en espérant que ça n'ait pas trop mal vieilli. Et ouais, Satanas, qui a créé son armée de petits robots mignons, là, pour capturer Sammy. Et Scooby, surtout Scooby, hein, pas vraiment Sammy. Et oui, on se demande pourquoi ils s'en prennent à eux, sachant qu'en plus de ça, Satanas est en train de collectionner des crânes de chiens géants. Je sais pas d'où ils sortent ces crânes-là, mais voilà. Il y a une collection de 3 crânes de chiens géants qui pourraient lui permettre d'accomplir quelque chose. On sait pas quoi exactement pour l'instant. Et donc, ouais, il y a l'équipe de super-héros qui essaie un petit peu de lutter contre lui. À un moment donné, il les accoste en essayant de capturer leur vaisseau, mais ils se barrent de justesse. Pas grâce à Brian, une fois de plus. Et ils chercheront à savoir où se trouve le prochain endroit où chercher le crâne, et il y a Brian qui prendra une décision débile. C'est-à-dire qu'il y a son assistante qui aura fait des recherches en disant d'après mes recherches thermiques, il y a plus de chances que le prochain crâne soit à tel endroit. Ça aurait pu être le 3e endroit de fin, mais apparemment c'est pas les mêmes
capteur thermique pour le troisième crâne, je sais pas, c'est un détail ça. Donc elle a le bon endroit, mais Brian, il est con, il a fait des demandes sur Twitter en disant c'est ça, où ça pourrait être? Et il y a Anonyme qui lui a dit c'est forcément ici. Ah, c'est Anonyme, il a bien donné son nom en plus, je suis complètement con, et cet Anonyme m'a dit qu'il faut aller ici, alors on va ici. C'est moi qui décide, fermez votre gueule. Et à cause de ça, c'est un piège, parce qu'Anonyme, c'était Satanas, évidemment, et il s'attaque à tout le monde, c'est une gros bordel. Je n'ai pas le détail, l'action, elle est lisse, tout est lisse dans ce film, presque. Elle n'est pas affreuse en soi, mais elle s'oublie vite, et ça fait à peine sourire, quoi. Bref, c'est le gros bordel où il attaque avec ses robots un peu partout, etc. Et au bout d'un moment, étant donné que Blue Falcon, en plus d'être un con, est un lâche, et il n'aide à rien, il y a Sammy et Scooby qui seront un petit peu seuls face à Satanas qui voudra s'en prendre à eux, mais en particulier à Scooby, parce que pour lui, Scooby-Doo est la clé. La clé de quoi? On ne sait pas encore, mais il essaye de le capturer pendant un petit moment, ce qu'il ne réussira pas à faire, parce que les acolytes, et pas Brian, les acolytes de Brian, parviendront à faire en sorte de se barrer juste à temps pour que personne ne soit capturé. Et ça amènera la rupture entre Sammy et Scooby, que je trouve particulièrement grossière et forcée, putain. Donc ça commence avec Sammy et Scooby qui rapportent ce que Satanas leur a dit, comme quoi Scooby-Doo est genre la clé qui lui permettra d'assouvir ce qu'il veut. Et Brian voit ça comme une justification que Sammy voit de grandes choses et a le potentiel d'être un super-héros comme moi. Allez, on va lui créer un costume comme le mien. Allons dans notre truc technologique qui crée des costumes. Seulement voilà, dans ce créateur de costumes, il peut pas exactement finir la panoplie parce qu'il y a le collier de Sammy qui le gêne. Et donc il décide de l'enlever à contre-cœur et il ne le remet pas après, ce qui fait que Sammy se sentira mal et va avoir cette espèce de ressentiment assez fort sur le fait que Scooby le lâche un petit peu, que leur amitié semble signifier moins pour lui maintenant, et blablabla, bla, il y a des moments très vaches et lourds, notamment lorsqu'ils se rendent dans le troisième endroit où il dit « Ah, tu veux partir avec eux, mais notre truc c'est d'être toujours ensemble, pourquoi tu veux pas être avec moi? Tu décides, soit tu restes là avec moi, soit tu pars avec eux, hein. Ah là, je vois que tu veux partir avec eux, oh, je savais que tu n'accordais pas plus d'importance que ça à mon amitié finalement, ça me fait de la peine, va te faire foutre. » Voilà, c'était ultra grossier. Ultra grossier. Et puis il s'en va avec ça. Qu'est-ce qui a empêché Scooby-Doo, et un petit détail, de remettre le collier après que la panoplie a été créée? Qu'est-ce qui l'a empêché de remettre ce collier après coup, en fait? Allez, genre, ah mon dieu, ça bloque la panoplie. Ah, tu l'enlèves, 20 secondes, c'est fait, je le remets. Problème réglé! Non, vous êtes con. Qu'est-ce que vous voulez que je dise? Vous êtes con. Hein. Donc, super conflit inutile et chiant pour bien appuyer que là, le cœur de cette histoire, c'est l'amitié entre Sammy et Scooby. Et évidemment, pour créer le drame, il faut qu'on force un conflit de merde. Ah oui, cette partie a été la plus chiante du film pour moi. Mais bon, parallèlement, il y a quand même Fred, Daphné et Vera qui existent. Ils ne servent pas à rien, rassurez-vous. Ils ont un petit rôle à jouer. Et quand je dis petit, c'est pas non plus énorme, mais un petit rôle quand même. Ils sont pas là pour faire joli. Et parallèlement, ils ont eu vent, de façon un peu grosse, de la capture plus ou moins de Sammy et Scooby. Et décide un petit peu de suivre les traces déjà des robots, puis des robots en fait. Hein. Ils essaieront d'aller à certains endroits. Ils ont repéré le deuxième endroit d'où il y aurait le crâne grâce à une recherche de Vera. Et ne pas avoir Sammy et Scooby à proximité les fait regretter leur présence. Ah, en fin de compte, c'est eux qui apportaient l'ambiance. D'une certaine façon, ah, il nous manque, blablabla, c'est tellement prévisible. Je veux dire, je m'attendais tellement à ce que la réponse qu'on donne à la fin soit ça, et à tel point que c'est devenu tellement niant. Enfin bref, j'en parlerai très vite de ça. Donc, ils font leurs recherches dans leur coin, histoire de dire qu'ils participent, et ils apprennent quelques informations de leur côté que l'équipe de Blue Falcon non, ce qui aidera un peu plus tard.
Mais voilà, ils poursuivent un petit peu, ils essayent de se rendre au deuxième endroit, mais ils sont un peu plus lents que Blue Falcon et Satanas. Et Satanas, grâce à un de ces robots qui s'en est pris un petit peu plein la gueule et qui a été récupéré par les trois autres, sait qu'ils sont présents. Et après avoir manqué de capturer Scooby-Doo, après avoir échoué la capture de Scooby-Doo, il se dit « Ah tiens, je vais pouvoir les utiliser eux ». Et donc il les approche en se déguisant en policière sexy. Pourquoi? Parce que pourquoi pas. Je me souviens plus en détail, mais il me semble que c'est un des tours de Satanas dans Les Fous du Volant ou dans Satanas et Diabolo. Il pouvait mettre un costume comme il voulait. Et donc, ouais, on est un petit peu comme Fred à ce moment-là. Tu vois, elle est un peu sexy, mais lorsqu'elle enlève le costume, non, plus la même. C'est peut-être le truc un petit peu drôle de ce film. Il n'y a presque rien de vraiment drôle pour moi dans ce film. Enfin bref, il les capture à l'aide de ses robots et il les maintient enfermés dans son vaisseau sans les surveiller évidemment parce qu'il est stupide. Alors de toute façon, Satanas il a jamais été très fin, hein, ça n'a jamais été une lumière, donc j'ai envie de dire c'est un peu raccord hein, de ce qu'on connaît du personnage. Bref, en n'étant pas surveillés, ils parviennent un petit peu à s'échapper de leur cellule, en ayant fait rapidement copain avec un des petits robots de Satanas, parce que Satanas le traite mal, son petit robot, mais il y a Daphné qui le traite rapidement, gentiment, et donc il se dit « Ah, ami, je vais l'aider !» Et donc grâce à ça, il parvient à s'évader rapidement, essayer un petit peu de se faufiler dans le vaisseau, en trouvant un petit peu des dossiers qui leur indiquent les plans de Satanas. Et grâce à ça, déjà ils parviennent à joindre de façon très alambiquée. Genre, il y a Vera qui fait 2 connexions de fil et paf, grâce à ça, elle sait que ça va la faire hacker Dynomutt. Ok, pourquoi pas? Ta gueule, technologie. Et grâce à ça, elle parvient à leur dire à la troupe, enfin donc à l'équipage de Blue Falcon et Sammy et Scooby où se trouve le dernier endroit, c'est-à-dire le mont je sais plus trop quoi, quelque chose d'assez reculé, mais ils peuvent pas en dire plus parce que voilà, problème de connexion. C'est pas à ce moment-là que Satanas les voit et il voit un petit peu le mur un petit peu érigé dans cette pièce de Satanas et voit que son but c'est de rouvrir les enfers. Les enfers, sens mythologie grecque, ce qui veut dire que cet univers global suit la mythologie grecque. Ah, donc s'il y avait les dieux grecs, est-ce que les dieux chrétiens existent dans ces cas-là? C'est toujours bizarre, c'était un peu pareil dans l'univers DC Comics autour de Wonder Woman, et donc où on joue sur Hera, Hadès, Arès, etc. Ces dieux de la mythologie grecque existent, ça veut dire que les autres religions sont fausses. Parce que bon, ça se contredit un petit peu. Je pose toujours la question de logique d'inclure ce genre de choses comme ça aussi nonchalamment. Mais bon, c'est 3 fois rien ça, c'est 3 fois rien. Bref, il veut rouvrir les enfers. Et comment ça se fait? Pourquoi hein et la raison pour laquelle il veut ces crânes de chiens, c'est parce que ce sont un petit peu les catalyseurs, je crois, pour ouvrir cette porte à l'endroit où il y a la porte des enfers en Grèce. Et le fait est que s'il veut Scooby, c'est que c'est le descendant de Peritos ou un truc comme ça. Je m'en fous du nom de ce chien. Le descendant du chien d'Alexandre le Grand. Alexandre le Grand avait un chien et il a créé cette porte des enfers pour enfermer un grand trésor. Et seul lui ou son chien pouvait ouvrir cette porte, parce qu'il est attaché à son chien à ce niveau-là. Et maintenant, il n'y a plus que ses héritiers et les héritiers de son chien qui peuvent y arriver. Et il se trouve que Scooby-Doo est un descendant très lointain du chien d'Alexandre le Grand. Ok. Et Alexandre le Grand n'a plus d'héritier apparemment, il n'a pas eu d'enfant sans doute, je ne sais pas, je ne connais plus trop l'histoire d'Alexandre le Grand, je vous cache pas. Bref, c'est un petit peu alambiqué tout ça, mais pourquoi veut-il ouvrir la porte des enfers au bout du compte, Satanas? Eh bien parce que
il y a perdu son Diabolo. Eh ben oui, vous vous souvenez, Satanas Diabolo, il est toujours collé avec son chien. Eh ben son chien existe et il a entrepris cette quête pour retrouver son compagnon de toujours qui lui manque, qu'il a paumé de façon pas du tout tragique, ce qui n'est pas particulièrement le pseudo-drame que vous essayez d'instaurer ou pas. Parce que dans un sens, vous mettez en place ces motivations de méchants, c'est peut-être les plus rattachables qu'on ait eu depuis le début de Scooby-Doo, quoi. C'est quelqu'un qui fait en sorte d'ouvrir la porte des enfers pour sauver son compagnon de toujours, parce que il a foiré en le perdant là-bas. Il n'y a rien de plus poétique comme façon de faire. Je suis prêt à tout foutre en l'air. J'en ai rien à foutre du reste tant que je peux revoir ce proche qui signifie tout pour moi à un certain degré. Même si je lui montre pas très bien. Parce que bon, il y a vraiment ce côté très Laurel et Hardy entre eux, quoi. On aime être ensemble, mais on aime bien s'envoyer des nions de façon plus ou moins directe, quoi. C'est très intéressant, ça. Mais on joue pas tant que ça là-dessus. Et je trouve sincèrement que ça aurait mérité à être plus détaillé et traité un tout petit peu mieux que un gag rapide et une scène de retrouvailles. J'en parlerai un petit peu, le seul moment un peu touchant de ce film. Ça aurait pu être beaucoup mieux traité, ça. L'idée est bonne, vraiment l'idée est bonne. L'exécution manque un peu trop de panache. Alors, enfin bref, ils finissent par se faire repérer par Satanas, recapturer, et Satanas a une petite idée pour Fred. Je sais pas pourquoi il le garde avec lui, quand on verra par la suite, histoire de nous faire le micro-suspense. Je vais en parler très vite de ça, hein, dans pas longtemps. Quoi qu'il en soit, de leur côté, l'équipe de Blue Falcon décide donc d'explorer ce troisième endroit qui est un petit peu particulier, puisque c'est près d'une montagne, mais dans un endroit qui a l'air plus du genre préhistorique, vous voyez. Et ça va être l'excuse parfaite lorsque donc l'autre groupe partira sans Sammy, puisque Sammy, il bout des nigueux, mon copain il veut pas être avec moi, gna gna. Ils tomberont sur le capitaine Caverne. Capitaine Caverne qui n'a pas ces trois groupies habituels, non, il vit tranquille dans son espèce d'endroit préhistorique avec tout son peuple qui est comme lui. Je vous cache pas, j'ai pas suivi en détail Capitaine Caverne, je connais le principe de base, j'ai pas regardé tant d'épisodes que ça, ou alors je m'en souviens pas des masses, mais il me semble que Capitaine Caverne, il a un pouvoir un peu spécial, et il est du genre bourrin, mais il joue pas tellement sur le côté je vis dans la préhistoire et c'est tout ce qu'il y a pour moi. Je veux dire, il est dans la préhistoire dans sa tête, mais il vit pas d'un point de vue situationnel dans la préhistoire, quoi. C'est un peu bizarre pour moi, mais bon, je connais pas assez le gars. Et le truc avec ça, c'est juste pour faire de la référence, parce qu'il sert à rien, quoi. Non mais vraiment, il sert à rien, juste pour appuyer à un peu d'action. Genre, il y a Blue Falcon, Brian et Scooby-Doo qui se retrouvent face à lui, et il garde le crâne en fait. Je suis le gardien du crâne, et pour l'avoir, il faut me battre. Waouh, c'est original, mec. Il fait au passage une des références les plus faciles et obvious qui soit. Ne vous êtes-vous pas assez diverti, Brian? Waouh, je me marre. Pour défoncer la gueule de Brian qui s'y croit trop parce qu'il dit oh yes, c'est un petit nabo, il va rien me faire alors qu'il a un marteau qui a des capacités un peu magiques spéciales. C'est toujours bizarre dans le cartoon de base ça, mais bon, il essaye de rester un peu raccord à ça, et après coup il sert à rien. Il pourrait un tout petit peu participer à l'action après, histoire de dire on m'a volé le crâne que je devais garder, mais non, on s'en fout. Après coup, on s'en fout, c'est juste l'obstacle d'un moment. C'était la référence. Ok, au moins vous vous souvenez que Capitaine Caverne existe. Voilà. Il y a Satanas qui va arriver, mais il va arriver de façon un petit peu sournoise en se faisant passer pour Fred. Il arrive dans sa Mystery Machine en se faisant passer pour Fred, et le truc avec ça, c'est la raison pour laquelle je pense vous avez fait en sorte que Satanas garde la main sur Fred un petit moment, ce qui n'apporte rien pour moi. C'est-à-dire que est-ce que ça pourrait être Fred qui se serait barré? Bah non, c'est pas Fred qui s'est barré, c'est Satanas qui s'est passé pour Fred. On a vu qu'il pouvait se déguiser, donc ça va être lui. Et ben c'est ça, quoi. Il manipule Sammy pour
l'amener vers Scooby-Doo, même s'il n'est pas censé savoir où il s'est rendu, Scooby-Doo, mais je sais pas, il a une détection à super pote, j'en sais rien. Non, parce qu'il n'est pas censé savoir exactement où se trouve ce Scooby-Doo là, hein. Scooby-Doo et compagnie, ils ont un peu suivi une piste de façon pas claire et enfin bref. Et il finit par se rendre là, Fred alias Satanas, et par tout foutre en l'air. Il capture vite Scooby-Doo et prend le crâne géant en disant « Bien fait pour votre gueule, j'ai gagné !» Il a même détruit leur vaisseau, histoire de dire, et il lâche également Fred, Daphné et Vera parce qu'il en a plus rien à foutre d'eux, ce qui est compréhensible. Donc ils se sont rattrapés un peu par tout le monde. Fred de façon accidentelle par Blue Falcon. Et au passage, c'est juste un truc, c'est pas grave, mais une fois de plus, c'est pas en tendant tes bras comme ça que tu vas rattraper le gars. Hein. Si le mec fait une chute de plusieurs dizaines de mètres, même plus d'une centaine de mètres, tu tends tes bras, ça va juste t'arracher les bras et le gars va quand même se défoncer la gueule sur le sol, mec. Ou alors il va se casser le dos contre tes bras, mais ça ne sert à rien de faire ça. Je tiens à le dire. Personne n'y pense, ça, c'est toujours... Un truc, plus ça va, plus ça commence à me titiller un petit peu dans ce genre de film. Enfin bon, c'est un détail. Bref, tout le monde est un petit peu retrouvé, sauf Scooby-Doo qui est capturé. Et c'est là qu'on a le passage le plus grossièrement écrit de ce film. Déjà avec Fred et Blue Falcon qui se disputent pour des raisons débiles, et tout le monde qui suit ça parce qu'il faut une sorte de cacophonie ridicule pour mettre en avant Sammy qui dit « Ah non, arrêtez! Calmez-vous! Je me rends compte que c'est ma faute. À cause de moi, mon ami a été capturé. Et il faut faire quelque chose pour le sauver. Et je sais, ce qui est important, c'est l'amitié. Est-ce que vous êtes avec moi ?» C'est un truc de ce niveau-là encore plus lourd. Le gars fait un discours larmoyant merdique qui est presque malaisant tellement les paroles sont du réchauffé et pas du tout inspirées, quoi. Ça faisait longtemps que j'avais pas trouvé un discours d'encouragement de foule aussi malaisant dans l'écriture depuis le discours d'Henry dans The Once Upon a Time à la fin de la saison 5. Je sais pas si vous vous souvenez de ça, ça commence à faire un petit moment. C'est ce niveau-là, quoi. Donc, ouais, non, il n'y a rien qui est gagné par rapport à ça. Mais bon, ils finissent par tous se mettre derrière Sammy. Ouais, on est avec toi pour sauver Scooby. Alors que vous auriez pu être d'accord pour ça sans qu'il fasse son discours, mais il faut qu'il soit mis en avant. Enfin, bref, ils retapent un petit peu la Mystery Machine pour la faire voler grâce à Dynamite. Et ils suivent Satanas jusqu'à Athènes, où, grâce à la magie des trois crânes et la présence de Scooby-Doo, voilà, surtout la magie des trois crânes, il fait revenir le Parthénon, je ne sais plus exactement à quel endroit il se trouve, à sa forme de la Grèce antique, avec la fameuse porte des enfers sur place, et qu'il force Scooby-Doo à ouvrir. Et lorsque les portes s'ouvrent, eh ben, il y a Cerbère qui apparaît et qui dit « Oh, je ne m'attendais pas à ça !» T'attendais à quoi? La porte des enfers va s'ouvrir? T'attendais à ce que ce soit gardé par un petit ange? Crétin. Alors, enfin bref, c'est le moment de la grosse baston générale. Ils arrivent dans leur van modifiée, il le fait un petit peu s'écraser Satanas, il y a un petit peu le suspense, et ça va être majoritairement après coup le combat contre le Cerbère qui manque de foutre le boxon sur terre et qu'il faut remettre derrière la porte et la fermer. Plus ou moins ça. Et donc pendant cette période-là, il va y avoir pas mal de moments de personnages qui auront un peu leur concrétisation, et pour certains ça casse pas les baraques. Comme je dis, il y a Brian qui se dit « Ah mon Dieu, je serai jamais mon père, je peux pas y arriver ». Et il y a son chien qui dit « Ah, tu peux y arriver, on fait tous des erreurs, on réussit pas toujours, être un héros, c'est plus que ça, blabla ». Il a son petit moment de gloire de 20 secondes après ça et on est censé se dire « Ah, super, consécration ». Non, c'est de la merde, t'as servi à rien, mec. T'as servi absolument à rien. T'aurais pas été là, ça aurait été mieux. Bon, je le dis clairement, merde. Il y a Sammy et Scooby qui se retrouvent à nouveau, il y a un peu le gang qui est enfin à nouveau réuni, enfin à 15 minutes de la fin, et donc Sammy et Scooby qui s'excusent, pardonnent ensemble, et c'est joli. Et le truc que j'ai trouvé un peu mignon, un peu joli, c'était Satanas qui lui s'est rendu à l'intérieur des enfers avec l'endroit où il y a le trésor, et ça fait des années, il le dit, ça fait des années, il y a Diabolo qui n'a pas bougé de là.
Eh ben, ça doit être une place très petite, il n'y a pas beaucoup d'endroits où se rendre sans doute. Mais bon, ces retrouvailles, c'est, je pense, le meilleur moment d'écriture. Parce que, bon, déjà, il y a ce côté, il croit qu'il est mort, mais en fait, il l'est pas. Mais on joue très vite dessus de façon un peu légère, en admettant que, évidemment, il peut pas être mort comme ça. Mais on appuie le fait que il se retrouve, au début il est un peu peiné parce qu'il croit qu'il l'a perdu pour de bon, mais il l'a pas perdu, donc de suite il s'énerve, il s'envoie quelques petits nions, et après de nouveau il est content, il a retrouvé sa dynamique avec lui, et je trouve que placé dans un contexte mieux amené, où c'est pas juste un truc parmi 30 dans votre histoire, ça aurait été très fort. Là, tel quel, ça passe bien, mais ça aurait pu être beaucoup mieux. Mais bon, de leur côté, ils ont envie de se barrer, et ça sera surtout contre le Cerbère. Tout le monde essaiera un peu de se battre contre le Cerbère pour le faire le distraire, faire en sorte qu'il se retrouve à l'intérieur de la porte. Les petits robots vont finir par aider parce qu'ils ont été tellement touchés. Il y en a un qui a été touché par Daphné, tout le monde le suit juste après, il n'y a pas longtemps. C'est notre nouvelle maîtresse. Et donc, grâce à eux, majoritairement, puisque c'est eux qui font la plupart du boulot à ce niveau-là, et ben le Cerbère finit par être envoyé à l'intérieur de la porte. Maintenant, il faut la fermer à clé. Parce que voilà, Scooby l'a ouvert, mais il ne peut pas la refermer. Non, on ne peut pas le faire tout seul. Alors, c'est là qu'il y a un truc super gros. Aussi, parce que c'est toujours une petite boule à la gorge particulière quand on veut forcer du drame, comparé au fait de forcer de la comédie. La comédie forcée, ça te fait rouler les yeux et tu te dis, passe à autre chose. Ou des fois, ça peut être irritant si c'est vraiment mal branlé, mais du drame forcé, tu te dis, vous essayez de me faire ressentir une émotion forte, et ça passe tellement pas, vous me faites de la peine. Vous faites de la peine. Et c'est exactement ça. Vous avez une espèce de feuille que Fred a piquée, que Vera parvient à lire rapidement en disant « Ah, voilà comment refermer la porte après coup. » Ok, et donc on n'a rien amené sur cette résolution-là, comment ça marcherait, etc. Si tout d'un coup ça vient comme ça. Et la résolution, c'est le chien, la personne qui a ouvert ça, et son meilleur ami, dans une relation super forte, super serrée, doivent fermer la porte ensemble. Et un d'eux doit rester derrière. What? Pourquoi? Pourquoi, bordel de merde? Pourquoi ça marcherait comme ça? Et donc, on n'essaie même pas de réfléchir à une autre solution, et il y a Vera, Daphné, Fred qui disent « C'est ce qu'il faut faire. Ça fait de la peine, il n'y a que comme ça qu'on peut sauver le monde. » Alors que bon, le Cerbère, je pense qu'il peut être géré, hein. Dans l'absolu, hein, vous mettez en place certains trucs, je pense que le Cerbère peut être géré, hein, il va pas foutre le boxon éternellement sur le pays ou quoi que ce soit. Hein. En toute sincérité, hein, vous pouvez le gérer le Cerbère. Surtout si vous l'avez remis derrière la porte, vous trouvez un moyen de la cadenasser ou un truc comme ça devrait aller. Il n'y a pas moyen de la détruire, un truc comme ça, non. Bref, vous vous dites pas, il y a d'autres solutions, c'est forcément que ça qu'il faut faire. Et donc, c'est un petit duel entre Sammy et Scooby qui se disent non, c'est moi qui vais me sacrifier, non, c'est moi. Mais à la fin, c'est Sammy qui se sacrifie dans un moment qui se veut joli alors que c'est ultra forcé. Et le truc avec ça, c'est que de toute façon, ça va même pas rester. Évidemment qu'il va pas rester bloqué dans les enfers en laissant Scooby seul dans son coin en disant « Mon Dieu, super sacrifice !» Je veux dire, si vous aviez les couilles de faire ça, chapeau bas, mais c'est clair et net avec le film que j'ai regardé que vous auriez jamais les couilles de faire un truc comme ça. Non, il y a une sorte d'addendum qui se fait juste après, une espèce de statue qui apparaît avec une citation en disant ah, « Deux amis ne se séparent jamais » ou une connerie comme ça. Et donc ça crée une porte d'où Sammy peut sortir pour être réuni avec son chien chéri. Et pourquoi vous avez fait tout ce foin? Vous pouvez pas juste dire « Ah, Scooby peut fermer la porte et puis basta ». Non, faut qu'on crée du drame forcé. Le drame forcé comme ça est lourd, je vous jure. Ouais. Mais bon, c'est là que Vera a la solution à leur contribution au groupe. Force, empathie, réflexion. Ah. Maintenant, je sais ce que vous représentez tous les deux. Vous êtes le cœur de Mystère et compagnie. Ah oui, parce que l'empathie de Daphné, ça correspondait pas exactement à une notion de cœur pour vous. Ok, ouais.
Je suis désolé, c'est un peu gros ça aussi. Hein. Bon, ils ont un petit peu réglé la situation, ils capturent hors champ Satanas, parce que voilà, quoi, tous les robots maintenant sont de leur côté, donc ils ont capturé Satanas et Diabolo. Ils nous font une sorte de fake-out. On nous dit, ah, peut-être qu'en fait, depuis le début, c'était pas le vrai Satanas, il portait un masque, mais en fait, si, c'était le vrai Satanas, il y avait un double masque, et oui, de toute façon, qu'est-ce qui vous fait penser ça, quoi? N'importe quoi. Et tout le monde est content, tout le monde est heureux. À la fin, ils ont fondé leur super business avec Brian qui leur sert de DJ et le robot qui tombait un petit peu amoureux de Daphné qui les aide à la compta. Voilà. Ouais, j'en ai un peu rien à foutre de cette aventure. Vous avez voulu mettre en place une sorte d'univers crossover mélangé comme ça, sans rien incorporer, introduire particulièrement de certains côtés. On introduit juste le Scooby Gang qui est le plus connu du lot. Les autres, vous les fourrez comme ça, ce qui fait que ça passe pas. C'est un peu le principe avec les débuts du DCU au cinéma. C'est-à-dire que vous pouvez pas dire dès le deuxième film, paf, on fait la Ligue des Justiciers. Non, il faut plus de temps pour introduire d'autres licences. Le problème, c'est que c'est clair et net, personne n'irait voir un film Blue Falcon ou un film Capitaine Caverne ou un film Satanas Diabolo. Alors que, bon, moi je serais pas contre hein, si vous vous centriez vraiment là-dessus. Et une histoire Satanas Diabolo autour de ça, où Satanas Diabolo serait vraiment au centre, autour de ça, je ne vous cache pas que ça aurait pu être super. Parce que le concept autour de la recherche de Satanas, je le redis, est vraiment sympathique. Hein. C'est vraiment pas mal. Mais ouais, ça se mélange trop dans pas mal de trucs, avec de la référence moderne moisie, des personnages qui sont plats, pas marquants. Je veux dire, même ces nouvelles approches de Daphné, Fred et Vera, elles ne marquent pas des masses, quoi. C'est une version un peu au rabais, pas marquante qu'on connaît d'eux, et que Sammy et Scooby qui sont un tout petit peu intéressants en termes de personnalité, mais c'est celle qu'on leur connaît depuis le tout début en fait. Donc si c'est les mêmes, et je leur dis, je n'ai jamais été ultra fan de Sammy et Scooby sur le principe, donc c'est pas en faisant de l'approche ultra classique des personnages que je vais être ultra émerveillé par ça. Moi, je vous le dis tout de suite. Donc, ouais, il n'y a rien qui marque énormément dans ce film, c'est ultra lisse. Et sincèrement, ouais, je vais vite l'oublier. Hein. 7,5 sur 20. 7,5 sur 20. Je vais pas en dire plus. Et c'est là que ça va se terminer. Pendant un petit moment, les réacts sur les films Scooby. Je sais que c'est pas terminé. Je sais qu'il y en a qui rêvent, qui attendent depuis des lustres de me voir traiter du crossover avec Froussard ou avec Crypto. Maintenant, ça se fera, mais pas tout de suite. Je vais prendre une pause assez poussée sur la réaction des films Scooby-Doo parce que voilà, j'en ai fait pas mal à la suite et je commence un peu à saturer. J'ai envie que ça reste un petit peu frais, donc c'est pas plus mal de faire une pause. Et en attendant, vous aurez d'autres réacs. J'ai 2 idées, je sais pas laquelle prendre pour l'instant, mais ça viendra bien assez tôt à un moment donné. Je vous remercie d'avoir suivi, à très bientôt, bye!